Nous sommes à un hospice pour enfants près de Québec au printemps 1920. Cet homme, c'est le juge de paix Aurélien Mayotte. Monsieur Mayotte, partez pas. Je veux retourner chez nous. Chez nous? C'est où ça, chez nous? Monsieur Mayotte, vous pouvez pas nous laisser ici. Je vais venir vous chercher. Aussitôt que ça va être possible. Je vous laisserai pas tomber. Vous pouvez compter sur moi. Allez, les enfants. Les enfants qui l'amènent ici, ce sont des rescapés de l'enfer, les frères et sœurs de la petite Aurore, dont le tragique destin est passé à la légende. En sa qualité de juge de paix, c'est Mayotte qui le premier avait été officiellement alerté du martyre de l'enfant et qui, après en avoir avisé les autorités judiciaires, n'avait pu que constater impuissant la mort de l'enfant. Nous sommes donc à la veille de l'ouverture du procès de la belle-mère de la petite Aurore, Marianne Gagnon. Elle est accusée d'avoir infligé à sa fille le martyre qui entraînera sa mort. Ce fait divers exceptionnel allait bientôt semer la consternation dans l'opinion publique et marquer à jamais le folklore et l'imaginaire québécois. De plaies. J'en ai compté exactement 54. Certaines avaient 4 pouces de diamètre. Dans la plupart des cas, il y avait décollement de la chair, et si on pressait les plaies, il en sortait du pus. J'ai également observé la muqueuse de l'estomac qui était d'une teinte rougeâtre, ce qui indiquait le passage d'une substance irritante ou du poison. Est-ce de la lessive, par exemple, qui aurait pu être administrée à cet enfant et causer la lésion que vous avez constatée? Objection, Votre Honneur. La question de la couronne est suggestive. Accordé. Docteur, selon vous, quelle est la cause de la mort de l'enfant? C'est-à-dire que cet enfant-là a été blessé. Et avec le temps, ces blessures ont créé une sorte d'intoxication générale qui a finalement entraîné sa mort. Et pouvez-vous dire à la Cour quelle était la cause de ces blessures? Ces blessures sont le résultat de coups portés à l'enfant, brutalement portés. D'autre part, la position symétrique de certaines plaies sur les bras et sur les jambes me laisse à croire que la fillette a été attachée avant de recevoir les coups qui l'ont blessée. Madame Lemay, en tant que voisine de l'accusé, avez-vous eu de nombreuses fréquentations avec elle? On va vous dire, les fréquentations, non. Mais je dirais plutôt des conversations, là, comme tout voisin qui se respecte parle à son voisin. Ça, vous savez... Et lors de ces conversations, de quoi vous parlait-elle? Oh, ça, elle me revenait toujours avec la même chose. Elle me parlait toujours de ses enfants. Comment est-ce qu'elle trouvait ça dur de les élever, puis de les corriger, puis... Un jour, là, durant les fêtes, elle m'a même montré un manche de hache que son mari avait corrigé la petite Aurore avec. Comme celui que je vous exhibe. Et lui avez-vous fait des remarques à ce sujet-là? J'y ai dit. C'est pas une arme pour corriger les enfants, ça, franchement. Là, elle me répond, la petite pleure même pas. Mais j'y ai dit, hein. Et qu'est-ce que vous avez répondu là-dessus? Elle me répond que si la petite venait qu'à mourir sans que personne en ait connaissance, qu'elle serait la plus heureuse des femmes, c'est ça qu'elle me répond. Quand je l'ai vue, une vraie pitié, là. Elle avait le visage là, tout marqué, là, tout enflé, avec les yeux tout noircis, là, le tour tout comme noir, jaune, là, puis des gales, puis des bleus partout, puis...
Les doigts tout croches. Là, j'ai dit à Mme Gagnon que ça n'avait pas d'allure. Que la petite allait mourir à l'air qu'elle avait là, puis qu'il était plus que temps qu'elle fasse venir le docteur. Qu'est-ce qu'elle vous a dit là-dessus? Elle m'a répondu que on avait juste à téléphoner, là, puis à faire venir des remèdes et puis des onguents, puis que c'était bien en masse. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je veux dire, c'était son enfant à elle, là. Oui, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire dans un cas semblable. Je savais depuis le début que cette femme-là n'aimait pas les enfants. Elle me l'avait déjà dit. Encore au fait, elle m'en avait parlé. Et qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Elle m'a dit des paquets d'affaires, hein. Elle m'a dit que la petite avait tous les caprices du monde, qu'elle était têtue comme pas deux, qu'elle faisait des saloperies partout, qu'elle était impure, même. La première fois que j'ai vu ma tante battre rare, c'était avec un éclat de bois ça de long. Elle l'avait pris dans le pourbois. Et pour quelle raison elle la battait comme ça? Ça, je me rappelle même pas. Une fois, je l'ai vu battre un de ses enfants avec une courroie pour lui faire dire sa prière. J'ai vu que la petite Aurore avait comme les 2 yeux au beurre noir. Puis toute la face, même. Elle avait toute la figure défaite, toute noire, les yeux enflés. Oh, c'était effrayant, une affaire effrayante. Elle lavait la vaisselle. Puis là, ma tante, elle m'a dit, regarde bien, je vais te montrer comment elle lave la vaisselle quand je la bats. Puis elle s'est mise à frapper avec une strap. Et vous, avez-vous dit ou fait quelque chose? Mais j'ai dit, pauvre enfant, qu'est-ce qu'elle a? C'est là que ma belle-sœur, elle me répond. Si elle finit par crever, j'en mourrai pas. Puis là, ma tante, elle s'est mise à y fesser d'un genou avec un rondin. Puis moi, ben, je me suis sauvée. Pourquoi? C'est pas à moi d'intervenir. C'est aux autorités. J'ai fini par aller trouver M. Mayotte pour y rapporter qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette maison-là. Puis que la justice avait affaire à s'en mêler. Parce que sinon, moi, j'y donnais pas cher de sa vie à la petite, hein. Et c'est à M. Mayotte que vous avez confié ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des limites à ce qu'on peut faire dans un cas semblable. La couronne appelle M. Aurélien Mayotte. Monsieur Mayotte. Excusez-moi. Monsieur Mayotte, reconnaissez-vous l'accusée ici présente? Je connais très bien Mme Gagnon. Mais avec son voile comme ça, je peux pas dire que je la reconnais, non? Madame Gagnon, voulez-vous être assez aimable de lever votre voile, s'il vous plaît? Maintenant, je la reconnais. Monsieur Mayotte, voulez-vous dire à la Cour si, en votre qualité de juge de paix, vous avez été appelé à la maison des Gagnons pour constater la mort de la petite Aurore? Oui. Quand je me suis rendu chez les Gagnons, vers midi, avec monsieur le curé, le docteur nous a dit que la petite ne passerait pas la nuit. Il était trop tard. Qu'il n'y avait plus rien à faire sinon que d'y administrer les derniers sacrements. Monsieur le curé a demandé à l'accusée de lui ôter le petit drap qui recouvrait sa fille. Elle a répondu qu'elle n'était pas capable parce qu'elle était trop énervée. Alors c'est moi qui l'ai découverte. C'était vraiment terrible à voir un enfant dans cet état-là. J'ai demandé à Mme Gagnon si son mari était là. Elle m'a répondu qu'il était parti au bois. J'ai demandé si elle pensait pas qu'il aimerait ça voir sa petite fille avant qu'elle meure. Elle m'a dit que je pouvais aller le chercher si je voulais. Je suis sorti de là, j'ai été chercher quelques voisins autour.
J'en ai envoyé un au bois trouver M. Gagnon, puis les autres, je leur ai demandé de venir constater avec moi ce que je venais de voir dans la maison, pour avoir des témoins, ni plus ni moins. Et alors, que s'est-il passé? Pas longtemps après avoir reçu l'extrême onction, devant ses frères et ses sœurs, devant son père, qui finit par arriver, devant le docteur puis une bonne demi-douzaine d'autres témoins, la petite s'est arrêtée de vivre. Bien, le 9 février, soit 3 jours avant la mort de la petite Aurore, qu'un de vos concitoyens est allé vous avertir de l'état de santé de l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Pour me dire qu'il y avait des doutes sur le fait que la petite était maltraitée. C'est à quoi j'ai répondu que la chose m'avait été rapportée à travers les branches. Et que je m'en occupais sur le champ. Est-il vrai de dire qu'à ce moment-là, il était encore temps de sauver la vie de l'enfant? Objection! Accordé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a visé, puis que moi, en tant que juge de paix, j'ai fait mon devoir. J'aurais peut-être pu le faire avant, mon devoir. Quand j'avais été mis au courant à travers les branches. Et je pense qu'il est un peu tard pour revenir là-dessus aujourd'hui. Donc, cette journée-là, vous êtes parti pour Québec, aviser les autorités de ces faits-là et leur demander d'envoyer un détective pour faire une enquête, n'est-ce pas? Oui. Mais on m'a répondu que si je voulais demander la police au village, il fallait que je porte plainte personnellement. Comme j'avais aucune preuve, ce que j'ai décidé, ça a été de retourner à Fortierville faire ma propre enquête. Ça n'a pas été possible pour moi de me rendre le jour même, mais plutôt le lendemain. Puis vous connaissez le reste. Monsieur Mayotte, seriez-vous prêt à affirmer que tous les citoyens de Fortierville sont coupables de négligence criminelle dans la mort d'Aurore Gagnon? J'ai rien à vous dire. Monsieur Mayotte, comment se fait-il que personne soit intervenu si tout le monde savait? Oui, on faut pas charrier. Tout le monde est quand même pas complice dans cette histoire-là. Oui, mais vous-même, Monsieur Mayotte, vous sentez-vous personnellement responsable de la mort d'Aurore Gagnon? J'ai rien à vous dire. Compris? Monsieur Gagnon, vous avez dit à mon savant confrère que vous avez épousé l'accusée il y a 2 ans, qu'elle a été dans un état intéressant pratiquement sans interruption depuis lors et qu'elle est en fait dans l'attente d'un nouvel enfant à ce moment-ci. C'est bien ça? C'est ça, oui. Bon. Maintenant, pouvez-vous dire à la Cour si, pendant son état de grossesse, votre femme était la même que d'ordinaire? Oh non, monsieur, elle était même bien différente quand elle était enceinte. Sous quel rapport? Sous le rapport de la malice. On dirait qu'elle était arrêtée. On appelle ça boquer, là. Il fallait pas trop la pousser ou avancer la parole ou la contrarier. Sinon, elle venait hors d'elle-même, puis elle avait tendance à disputer, puis ça venait dur à vivre d'une maison. Maintenant, dites-moi, le dernier né dont votre femme a accouché, quel âge a-t-il maintenant? Une dizaine de mois. Ah, c'est donc dire que votre femme, depuis son dernier accouchement, il y a à peine 10 mois, est à nouveau tombée enceinte tout en ayant à sa charge 3 autres enfants, c'est-à-dire ceux de votre premier et de votre deuxième mariage. C'est bien ça? C'est ça, oui. Y avait-il une femme engagée à la maison pour aider votre femme dans toutes ses besognes? Il aurait peut-être dû, mais c'était pas le cas. Il y avait donc personne, quand vous étiez parti au bois, à l'ouvrage, du matin jusqu'au soir, pour l'aider à s'occuper de la maison, de la ferme, à élever les enfants? C'est ça? C'est ça, oui. Je vous remercie. J'ai plus de questions. La couronne appelle Georges Gagnon. C'est ici que Télésphore Gagnon quitte la scène pour sombrer dans une sorte de demi-oubli. Il sera jugé, condamné à la prison à vie, puis relâché après quelques années à cause d'une tumeur à la gorge qu'on croyait mortelle, mais dont il se remettra après une opération. Il regagnera son petit village, se remariera, aura un dernier enfant et mourra en 1961. Peux-tu nous dire
Georges. Ta petite sœur, avant de mourir, est-ce qu'elle était malade? Oui. Et saurais-tu nous dire qu'est-ce qu'elle avait, au juste? C'est parce que maman faisait rien que la fessée. Tu l'as vue faire? Oui, souvent. Je l'ai vue l'attacher avec un câble après la table. La fessée juste à temps qu'on n'en peut plus. C'est arrivé bien des fois. C'est même arrivé qu'elle faisait pas rien que la fessée, mais qu'elle a brûlé avec. Et comment s'y prenait-elle? Elle attachait Aurore pareil après la table avec un câble. Elle fermait la bouche avec la strap. Avec ça? Oui. Oui. Elle faisait chauffer le tisonnier. Ça? Un bain rouge dans le poêle. Puis après, elle a brûlé partout. Ses jambes, ses genoux, ses pieds. Et elle faisait ça devant vous? Elle faisait assez rachasser qu'on regarde dehors voir s'il n'y avait pas personne. Mais nous autres, c'est ça qu'on faisait. On ne pouvait rien dire. Même pas à notre père, parce que si on parlait, elle disait qu'il nous arriverait la même affaire qu'à Aurore. Ça fait qu'on se fermait à la trappe. On ne disait pas un mot, pas rien, personne. Elle a même frappé sa tête avec le tisonnier. Aurore est venue la tête toute enflée. Ça sentait mauvais. Ça sentait le brûler. Maintenant, Georges, peux-tu nous dire, la fois que tu allais faire une commission pour ta maman, et qu'en revenant du magasin, il s'est passé quelque chose de particulier avec Aurore, hein? Vous voulez dire la brûler? Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je revenais du magasin parce que maman m'avait envoyé chercher du lait ici. Le Lacy, c'était un caustique servant au gros nettoyage et à la désinfection. Quand je suis arrivée à la maison, elle a appelé Aurore qui se réchauffait à côté du poêle. Si viens que je te donne du candy. Elle a pris le Lacy et elle a beurré des tranches de pain avec. Puis elle a dit, t'es mieux tout manger, parce que tu vas manger toute une volée. Et puis, elle lui a donné une volée? Non, parce qu'elle a tout mangé. Merci. J'ai plus de questions. Le témoin est à vous. En mettant la main sur l'Évangile, mon petit Georges, as-tu bien compris ce que tu faisais? Tu sais ce que c'est qu'un serment, n'est-ce pas? Oui, puis j'ai dit la vérité. Contre ta mère? Contre ta propre mère? C'est pas ma mère. Ma mère à moi est au ciel. Es-tu content de faire ce que tu fais là, Georges? Oui, Ça te fait plaisir de tout dire ça? oui, ça fait longtemps que je veux le dire. Puis là, je peux. Elle peut pas me toucher. Mademoiselle, quel âge avez-vous? 12 ans. Aurore était votre petite sœur, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle, pouvez-vous parler plus fort? Oui, monsieur. Pendant les mois qui ont précédé la mort de votre petite sœur, voulez-vous nous dire s'il s'est passé quelque chose de particulier avec Aurore à la maison? Oui. Ma mère a commencé à me gagner. À me battre presque tous les jours. Avec des éclats de bois. Avec la strap. Puis avec une arc. Puis elle donnait pas de lit pour se coucher. Et qu'est-ce que faisait votre petite sœur quand elle se faisait battre comme ça? Elle criait,
Mais maman, elle disait que ça continue à crier, bien qu'elle n'aurait plus. Puis même qu'une fois, elle a commencé à brûler Aurore parce qu'elle avait fait partout par terre dans la maison. C'était pas de sa faute, hein, c'est maman qui voulait pas lui donner le pot. Elle disait que c'était pour y faire faire pénitence, que... Puis quand elle l'a laissé sortir dehors, mais il donnait rien pour se mettre d'un pied. C'est pour ça qu'elle a brûlé. Mademoiselle, est-il déjà arrivé que votre petite sœur ait fait ses besoins sur les habits de votre père? C'est pas rare qui faisait ça. C'est maman. Vous avez vu votre mère faire ça? En prendre et en mettre dans les habits de votre père? Oui. Une fois. Elle a mis les saletés dans le chapeau d'Aurore pour des habits du dimanche de papa. Puis il a dit, va voir qu'est-ce qu'elle a fait de ta belle grand-fille en haut, là. Il est pas allé. Ça fait qu'elle a envoyé Aurore chercher le capot. Elle lui a fait montrer. Il a sacré. Il a pris le fouet puis il l'a battu. Et comment il s'y prenait? Il attachait un mets dans le dos puis il abattait en haut avec un fouet de 2 pieds de long qui servait pour les chevaux. Comme ça. Témoin est à vous. Mademoiselle Gagnon, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un serment? Oui. Et qu'est-ce que c'est? J'ai rendu à témoin de la vérité de ce qu'on dit. Et à Sainte-Philomène, dans votre déposition, vous avez pris Dieu à témoin de la vérité de ce que vous disiez quand vous avez dit que votre mère n'avait jamais battu votre petite sœur. Oui ou non, vous vous rappelez pas de ça? Je vous ai posé une question, mademoiselle. C'est parce que j'avais peur que j'ai rien dit. Elle m'avait promis que j'en mangeais toute une si je racontais ce qu'elle avait fait. C'est quand M. Maillot m'a dit de pas jurer faux que j'ai décidé de tout dire. Marie-Jeanne, n'est-il pas vrai que votre mère ne vous a pas corrigé depuis 2 ans? Oui, elle nous a battus. Qu'elle ne vous a pas corrigé parce que vous vous conduisiez bien? Ou si elle vous a battu, c'est parce que vous le méritiez? Est-ce parce que vous l'aviez mérité qu'elle vous a battu, mademoiselle? Des fois qu'elle nous faisait faire des ouvrages dans la maison. Puis quand ça nous prenait trop de temps, elle nous battait pour rien. Vous l'avez jamais aimée, votre belle-mère, n'est-ce pas? Mademoiselle, je vais parler comme un père parle à son enfant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rien. Personne vous fera de mal. Le juge vous protégera. Monsieur Franqueur a le droit de vous poser les questions qu'il vous pose. C'est son devoir de les poser. Parle tranquillement. Personne te fera de mal. Je te garantis ça. Mademoiselle Gagnon, n'est-il pas vrai qu'un jour, sur le perron de l'église, vous avez déjà donné une poussée à votre belle-mère? J'ai jamais fait ça. Et votre petite sœur, Aurore, vous l'avez jamais battue vous-même? Jamais? Vous jurez ça? Oui. Ça, c'est votre père et votre mère qui ont tout inventé ça? Vous voulez pas répondre à ma question? Je suis fatiguée, monsieur. J'ai plus de questions. Votre Seigneurie, mon prochain témoin est le propre fils, le fils biologique de l'accusé. Cependant, étant donné son état de santé, il est retenu à l'hôpital Saint-Louis-de-France à cause d'une mauvaise grippe. Je demanderai donc à la cour de bien vouloir se déplacer pour entendre ce témoin.
Gérard, les messieurs qui sont en face de toi, comme je te l'ai expliqué, ce sont les messieurs du jury. Je veux que tu leur racontes, à eux, ce qui s'est passé le matin qu'Aurore est morte. Le matin qu'elle est morte. Elle pleurait rare dans le champ. Elle disait que ça lui faisait mal, ses gants. Que ça grattait. Fait que tout de suite après que papa est parti pour aller travailler, maman l'a dit. Elle a dit, elle restera pas couchée toute la journée, cette vache-là. Après, elle a monté en haut en disant, t'es mieux de redescendre si t'as pas envie que je t'envoie dans aux escaliers. Fait que rare, ben, descendu en se traînant. Je tenais quasiment pas debout tout seul. Fait qu'elle a doublé des marches avec maman derrière elle. Rendu en bas, c'est pété la tête contre la porte du poêle. C'est là que maman est allée chercher le manche de fourche qu'elle a trouvé dans le hangar. Ben, il a envoyé 3 bons coups sur le dos pour achever de s'écraser. Après, elle a resserré le manche de fourche. Puis elle l'a fait assez rare sur le banc puis l'escalier. La tête saignait. La bave sortait. Elle disait qu'elle avait soif, qu'elle voulait boire. Mais maman la guettait pour pas qu'elle boive. Finalement, elle a fini par lui donner la moitié d'une tasse d'eau tiède. Elle l'a lavé partout d'un bout à l'autre du corps. Elle l'a lavé de ses bobos avec une brosse à plancher. Après, elle est allée la porter dans son lit, était quand elle est morte. Qu'est-ce que vous allez faire devant des faits aussi accablants? Qu'allez-vous plaider, maître Franqueur? Votre Seigneurie, je dépose une motion pour obtenir le droit de changer le plaidoyer de ma défense. Les faits rapportés par les voisins et les enfants de ma cliente sont d'une telle monstruosité qu'il m'est permis d'entretenir de sérieux doutes sur son état mental. Pas d'affaire! Bordez-la! C'est une assassine! Elle savait ce qu'elle faisait! Je demande donc à la Cour une expertise médicale de ma cliente. C'est donc maintenant aux psychiatres, on les appelait aliénistes à l'époque, de donner leurs opinions. Le premier, c'est le docteur Albert Prévost, titulaire de la chaire des maladies nerveuses de l'Université de Montréal et consultant à Saint-Jean-de-Dieu. Au point de vue de son état mental, il m'est apparu évident que l'inculpé souffrait d'aliénation mentale. Cette femme de 30 ans a pratiquement été en couche toute sa vie. À chacune de ses grossesses, la malade souffrait de troubles hallucinatoires. Vous l'appelez la malade? L'inculpé, si vous préférez, étant en ce moment dans un état intéressant avancé de 6 mois et demi, souffre de ces troubles hallucinatoires. Mais pas en danger de mort, toujours. Non, votre honneur. Mais je crois nécessaire de révéler à la Cour que lors de mon interrogatoire, elle m'a confié se lever toutes les nuits, entendre des cloches, des cris, son nom, voir des fantômes ou des morts, et chercher partout pour savoir qui l'appelait. Elle m'a dit également souffrir de troubles de goût, confondant le bœuf et l'anguille. Il est important de souligner ces troubles, car c'est durant sa grossesse que l'inculpé battait son enfant de façon absolument exagérée, la privant de manger, la frappant avec toute espèce d'instrument et la brûlant. Ces comportements me font conclure qu'elle était très instable et très variable et que son état de débilité mentale s'aggravait à chaque fois qu'elle était enceinte. Merci. Le témoin est à vous. Docteur,
Je voudrais savoir, si vous voulez bien me le dire, quand elle prenait le tisonnier en présence des autres enfants, et qu'elle faisait regarder les enfants dans la fenêtre pour guetter si quelqu'un venait, et qu'alors elle prenait le tisonnier et qu'elle l'appliquait sur la chair d'Aurore, est-ce qu'elle savait, oui ou non, qu'elle brûlait Aurore à ce moment-là? C'est possible, monsieur. Vous voulez pas répondre mieux que ça? Je vous réponds que c'est possible. C'est tout ce que vous avez à dire. Ce que je dis, c'est qu'elle souffrait de troubles de caractère de telle façon qu'il lui était impossible de se contrôler quand elle éprouvait ces troubles. Et par conséquent, elle tombait dans un état de maladie qui la rendait irresponsable. Écoutez, il n'y a pas un être normal qui peut agir de cette façon-là sans souffrir d'aliénation mentale. Merci. Deuxième éminent aliéniste, le docteur Brochu, médecin en chef de l'asile Saint-Michel-Archange de Beauport. Mes conclusions sont que l'accusée était en état de comprendre la nature de ses actes, qu'elle a toute son intelligence et qu'elle possédait le sens de l'appréciation morale. Le fait que ces plus grandes atrocités aient été commises à une époque où son mari était généralement absent prouve qu'elle se rendait compte que ses actions pouvaient avoir plus de conséquences selon la présence ou l'absence de son mari. Même chose concernant les précautions prises par l'accusé, en empêchant ses enfants de dire à leur père ce qui se passait. Quant aux troubles du goût et de l'odorat constatés par le docteur Prévost, je ne considère pas qu'ils ont une signification importante quant à son état mental. Et ces hallucinations, ces voix? Les hallucinations et les voix que l'accusé entendait peuvent s'expliquer facilement par le fait qu'à la prison de Québec, elle pouvait entendre les voix des gardiens et des autres prisonniers. Elle interprète ces voix comme elle le veut, et cela n'a aucune importance, pour l'unique raison que cette femme n'a aucun symptôme d'aliénation mentale. Et votre conclusion, docteur? Elle savait fort bien ce qu'elle faisait. Marianne Gagnon n'est jamais venue à la barre. On comprend aisément pourquoi. Elle n'avait rien à gagner. Que pouvait-elle dire? Que pouvait-elle faire? Se déclarer folle? Clamer son innocence? Bien sûr que non. Pour la postérité, c'est dommage, car elle n'a fait aucune déclaration aux journalistes non plus. Et nous ne saurons donc probablement jamais ce qu'elle avait à dire, encore moins ce qu'elle pensait. Monsieur Mayotte, attendez. Il y a certains journaux qui disent que tout le monde dans le village aurait été complice du martyre de la petite Aurore. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Puis vous, comment expliquez-vous le fait que vous-même soyez intervenu si tard dans l'affaire? Depuis le début du procès, il y a une question. Une question que ni vous, ni les avocats, ni le juge, ni personne n'a posée. Une question avec laquelle j'ai l'impression d'être tout seul à vivre depuis 2 mois que la petite Aurore est morte. Laquelle? Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi une mère inflige un sort aussi cruel et aussi brutal que ça à son enfant? Pourquoi personne n'est capable d'empêcher ça? Pourquoi? Parce que cette femme-là, c'est pas une femme, monsieur. Parce que cette femme-là, c'est le mal. Le mal était parmi nous, monsieur, sous les traits de cette femme-là. Pendant des mois, elle nous a tous hypnotisés, paralysés, apeurés dans le silence, qui a fini par tuer la petite Aurore. Arrivé à faire taire tant de monde. Toute une famille, tout un village. Puis assassiner une enfant à petit feu. Dans un grand silence. C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle lève son voile quand je l'ai revue l'autre jour en m'en témoigner. En fait, c'était pas tant pour la voir, elle, que pour soutenir les yeux du mal, bien en face. Comme j'aurais pu le faire quand il était encore temps. Ces yeux-là,
Je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Messieurs les jurés, vous avez devant vous une cause pour le moins inusitée. Pourquoi inusitée, je vais vous le dire. Parce que généralement, lors d'un meurtre, il existe deux ingrédients. D'abord, un mobile. Un assassin a généralement une raison de tuer. La cupidité, la rage, la passion. Ensuite, la dissimulation. Le meurtrier s'efforce de cacher, sinon son crime, du moins tout indice qui pourrait le pointer du doigt. Et l'amener éventuellement devant 12 hommes justes et intègres qui auront le pénible devoir de décider de son sort. Mais ici, pas de mobile, pas de dissimulation. Madame Gagnon n'a non seulement rien caché, elle a pratiquement affiché ses cruautés au grand jour, y compris les terribles instruments dont elle s'est servie pour martyriser cette pauvre enfant. Pensait-elle qu'elle pouvait procéder ainsi sans qu'interviennent éventuellement les autorités? Savait-elle même ce qu'elle faisait? Comment expliquer ces gestes? Comment même les juger? Une personne saine d'esprit aurait-elle agi ainsi? Non, messieurs les jurés. Et notre expertise le démontre bien. Le comportement de cette femme ne peut s'expliquer que par son aliénation mentale, par la folie, par cette débilité mentale, par cette folie morale qu'a si bien décrite le docteur Prévost et qui, comme il nous l'a si savamment expliqué, augmentait plus sa grossesse avançait. Son propre mari nous a fait part des terribles changements qui s'opéraient en elle pendant ces périodes-là. Vous savez comme moi que le plaidoyer de folie existe dans tous les pays civilisés et remonte très loin dans l'histoire. Messieurs les jurés, ce n'est pas une seule personne que le verdict va frapper, mais bien deux. Car cette femme porte en son sein un enfant dont la vie peut dépendre du verdict qui va être rendu. Si j'ai accepté de défendre l'accusée, ce n'est pas pour elle seule, mais aussi pour sauver l'honneur des autres enfants. Messieurs les jurés, j'ai fait mon devoir. À vous maintenant de faire le vôtre. Merci. Maître Fitzpatrick. Merci, Votre Seigneurie. Messieurs les jurés, vous savez, j'aime tout autant que mon docte et savant collègue me lancer dans les élucubrations mentales et les discussions métaphysiques. Pourquoi? Pourquoi un être humain se comporte-t-il d'une façon et un autre différemment? Et il me fera sûrement plaisir, un soir, en fumant une bonne vieille pipe, en discuter longuement avec le sympathique docteur Prévost, par exemple, et débattre avec lui sa prétention que des actes aussi horribles que ceux qu'on nous a décrits ne peuvent être commis par une personne normale. Je lui ferai peut-être remarquer qu'il y a eu dans l'histoire d'autres crimes aussi épouvantables que leurs auteurs ont expiés sur l'échafaud. Aurait-il fallu tous les excuser pour cause de folie? Votre Seigneurie, l'histoire de la justice ne serait-elle en fait qu'une longue série d'injustices? Ah, vous voyez,
les soirs d'hiver, auprès du feu, il est agréable de se lancer dans ce genre de débat philosophique et moral, et qui n'est guère pertinent, vous en conviendrez avec moi, face aux terribles cruautés qui ont mis fin à la vie d'une petite innocente. Car ici, messieurs les jurés, dans ce tribunal, la seule question que vous devez vous poser est celle de savoir qui est responsable des blessures qui ont causé la mort de cet enfant. Et la seule conclusion à tirer, c'est que c'est l'accusé à la barre qui est responsable. Une femme intelligente, comme l'a surtout prouvé notre expertise médicale, et non pas une folle. Messieurs les jurés, je vous demande donc de la condamner sans merci et de laisser pour aujourd'hui les discussions philosophiques aux philosophes. Messieurs les membres du jury, l'accusée est-elle folle? C'est la grande question. Elle a quand même pris des précautions pour cacher ses actes. Les enfants ne devaient pas parler. Et tant que les enfants ont été sous la tutelle de l'accusé, ils n'ont pas parlé. Ce n'est que lorsque le juge de paix Mayotte leur a dit de dire la vérité, après l'arrestation de leur mère, qu'ils se décident à parler et à dire enfin la vérité. C'est ainsi que nous avons pu assister à ce spectacle douloureux, mais convaincant, de ces enfants venant dire la vérité contre cette femme. Son fils propre, Gérard Gagnon, la chair de sa chair, le sang de son sang, respectant la sainteté du serment, est le plus fort témoin contre sa mère. Il y a là une intervention providentielle. Le fait que cette femme est enceinte ne saurait influencer la décision du jury. Si une femme dans un état intéressant peut commettre tous ces crimes impunément, cela risque de devenir très dangereux. Une femme dans un état intéressant pourrait aller voler chez vous et répondre à celui qui l'arrêtera: ne me touchez pas, je suis en voie de maternité, je suis irresponsable. Quant à l'enfant qui doit naître de cette femme, il n'y a pas à craindre pour lui. La loi y pourvoit. Une femme ne peut pas être pendue durant qu'elle est en voie de devenir mère. J'y verrai moi-même. Je m'y engage. Nous ne sommes pas un peuple de barbares. Trouvée coupable, condamnée à la potence, Marianne Gagnon donne naissance à des jumeaux qui meurent en bas âge. Sa peine est par la suite commuée en emprisonnement à perpétuité. C'est en prison, une dizaine d'années plus tard, qu'elle développera un cancer du sein et subira une mastectomie. Mais ce n'est que quand on la sait atteinte d'un cancer généralisé qu'elle passera les portes de sa prison pour s'éteindre en 1935 à Montréal. Que sont devenus les membres de sa famille? Voici le peu que nous sachions. En 1927, Georges vit à Nicolette avec Gérard. 4 ans plus tard, ils sont tous deux à Montréal. Puis, on perd la trace de Georges. Il est possible qu'il ait changé de nom, tout comme Gérard, qui s'établit finalement en terre abitibienne. La petite Marie-Jeanne écrit au moins une fois à Marianne Gagnon en avril 1923 en s'excusant de son long silence. Elle vit alors à Québec, chez une tante, et dit espérer revoir sa belle-mère bientôt, puis elle disparaît. Et ce n'est que tout récemment que l'on érige enfin dans le cimetière de Fortierville une pierre tombale en souvenir de la petite Aurore qui était passée à la légende 3 générations auparavant. Il vous reste encore du temps pour participer aujourd'hui au concours Allo TVA. Composez le 1-900-870-ALLO. Des frais d'$1 par appel.
passe dans une maison. Quand l'enfant sort, on voit bien que l'enfant est pas normal. Fait que je trouve que oui, ils peuvent être complices. Complices? Non, je ne serais pas complice. Non. Je pense que les gens étaient peut-être... À cette époque-là, j'ai l'impression que les gens, tout le monde voulait se mêler de ses affaires. Les gens ne voulaient pas se mêler de ces choses-là parce que ça avait peut-être quelque chose d'horrible pour eux autres, puis ils ne voulaient pas le voir. Je pense pas que un village complet puisse être complet. Je pense que dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était les gens étaient peut-être plus... chacun s'occupe de sa petite affaire, puis la loi n'était pas ce qu'elle était ou ce qu'elle est aujourd'hui non plus. Pour nous rafraîchir la mémoire, voici maintenant un court extrait du procès de Marianne Hood. La culpabilité de cette femme, je le rappelle, n'a jamais été mise en doute. Elle était bien coupable du crime dont on l'accusait, le martyre et la mort de sa belle-fille Aurore. Mais la question qu'on peut se poser après avoir vu son procès, c'est celle-ci. Une femme capable d'une pareille cruauté, était-elle responsable de ses actes? Attacher Aurore pareil après la table avec un câble. Et fermer la bouche avec la strap. Avec ça? Oui. Puis? Faisait chauffer le tisonnier. Ça? Ben rouge dans le bol. Puis après, elle a brûlé partout. Ses jambes, ses genoux, ses pieds. Et elle faisait ça devant vous? Elle faisait assez rachasser qu'on regarde dehors voir s'il n'y avait pas personne. Je reçois maintenant mes invités, Jean Cournoyer et Jean Lapierre de Sécassier, ainsi que Daniel Gadois, qui interprétait le rôle du juge de paix Mayotte. Bonsoir tout le monde. Daniel, moi, mon passage préféré dans tout le procès, c'est quand vous décrivez le mal. Ouais. Cette femme-là, c'était le mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti à jouer ce personnage, vous? Mais d'abord, aussi contradictoire que ça puisse paraître, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je me suis beaucoup amusé. Puis j'ai adoré travailler avec Mark Blandford. C'était une très, très belle expérience pour moi. Et le personnage lui-même du juge, là. Il porte une autre responsabilité. Il va à Québec, il essaie de faire bouger les choses un petit peu, mais il est trop tard. Il l'a dit dans son témoignage. Je m'aperçois maintenant que j'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais il est trop tard. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il y a une personne dont on ne fait pas mention dans le procès, ou très peu, c'est le curé qui, à cette époque-là, avait une caution morale très forte. Qui ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait. Lui, il savait, dans ce que j'ai lu, moi, parce que je me suis documenté un tout petit peu, dans ce que j'ai lu, lui, il savait et même appuyait la mère là-dedans. Tu sais, je veux dire, il disait, cette petite fille-là est vicieuse, ça, vous avez raison de la corriger. Ça peut faire taire un village, ça, une personne comme ça. Le juge de paix aussi a une valeur. En tout cas, elle a été trouvée coupable, mais je pense qu'on en discutait tout à l'heure, avant cette émission, Jean, lui, pense qu'elle ne l'était pas. Il va s'expliquer là-dessus. Pour moi, il y a deux conditions essentielles, particulièrement dans le domaine du meurtre. Au moins deux conditions essentielles. Il faut qu'il y ait une intention coupable et le fait brutal du meurtre. On a prouvé qu'il y a eu une cause directe entre l'action de la mère et le fait qu'elle en soit décédée. Mais pour moi, l'intention coupable, il faut posséder la totalité de ses esprits pour pouvoir avoir une intention coupable. De mens rea, qu'on dit en droit. Oui, mais en même temps, Jean, c'est évident qu'elle voulait se débarrasser d'Aurore. On n'a jamais dit quelle raison elle avait. Il n'y avait aucune motivation. Elle l'haïssait. Attendons. Elle l'haïssait, c'était clair. Ah, oui. Quand elle était dans un état intéressant, dit son mari, elle devenait complètement malicieuse. C'est le terme qu'il emploie. Oui, donc, elle est coupable de quelque chose, Jean, quand même. Quand elle était dans un état intéressant... Il est trop bon, lui, c'est ça? Non, je ne suis pas bon. Voyons donc, Pierre. Regardez, aujourd'hui, penses-tu que ça arriverait, ces choses-là? Certainement. On vient de décider qu'une personne qui a violé une femme a été acquittée parce que la Cour suprême a dit cette valeur, il fallait qu'elle ait la totalité de ses esprits pour pouvoir faire ça. Penses-tu que juste ce qu'on a vu à la télévision, là, n'est pas évident que cette femme-là, c'était une maudite folle? C'est relatif, ça. Il y a en masse de fous qui se promènent sur la rue aujourd'hui. On a mis de côté le témoignage du docteur Prévost d'une façon manifeste. On a dit, là, les 3 docteurs qui sont arrivés pour la couronne, c'était parfait. Les petits gars qui venaient de, je sais pas, l'Institut Gifford. Mais l'autre Prévost, ce coup-ci, lui, il dit, cette femme-là ne peut pas être arrangée comme ça sans être dérangée mentalement.
Parce que Puis on a dit non, ça marche pas. Mais il va selon ses principes de l'époque. Et ce qu'il faut dire t'as pas aussi, des principes, le docteur Prévost, c'est un des plus grands experts qu'on a connus. Ce qu'il faut se rappeler laisse aussi, parler l'autre gens un petit c'est peu. que le châtiment corporel à cette époque-là était accepté dans la société. Les enfants de cultivateurs, des fois, en mangeaient des maudites et aussi se promenaient là, avec la strap et tout ça, là. On a vécu ça. Moi, j'ai vécu à l'école aux Îles-de-la-Madeleine où la maîtresse avait la strap ou sinon elle avait... pas un ciseau? Non, mais elle avait un morceau d'un pupitre défait, là, un bon bout de bois. Je vais te dire de quoi. C'était accepté. Non, mais c'était accepté. Moi, je parle des années 60, 60. Non, mais je pense qu'on n'a jamais vu un exemple aussi épouvantable de cruauté faite aux enfants que l'histoire de Hors l'enfant martyr, à ma connaissance, en tout cas, chez nous. Bon, alors c'était quand même aux Îles-de-la-Madeleine ou où que ce soit, on ne voyait pas ça. Mais le châtiment physique, et si le curé, par exemple, était d'accord, à cette époque-là, les curés étaient d'accord avec un certain châtiment physique si on faisait le mal, comme ils disent. Et d'ailleurs, ça revient souvent, cette expression du mal. Et dans ce sens-là, moi, je pense que si on se reporte à l'époque, elle était coupable parce qu'elle avait été beaucoup plus loin qu'elle aurait dû. Mais cependant, dans le reste du village, qu'un parent reprenne son enfant physiquement, ça faisait partie des mœurs de l'époque. Une opinion là, sur le travail des avocats, sur la façon dont ils ont... D'abord, il y en a un qui avait une situation absolument impossible, c'était celui qui était chargé de défendre Aurore, la mère d'Aurore. D'ailleurs, il était surpris à chaque fois. Moi, je considère que ça, franchement, c'était du drame, puis fait pour la télévision, parce que dans le fond, il n'y a pas un avocat qui réagit comme ça quand il défend correctement son client. Devant le témoignage des deux enfants, il ne va pas s'apitoyer. Penses-tu que c'était la première fois qu'il entendait ça, toi? Écoute, l'avocat de la Couronne, il n'arrive pas avec des surprises. La femme était folle, raide. Alors, il pensait qu'elle était folle. Il n'a pas découvert ça. On procède, voyons donc. On va s'arrêter là-dessus, puis on va revenir tout de suite après cette pause. On continue. Il y a du monde endormi, envenimé pour voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont certainement... Ils auraient certainement pu agir. On a de la difficulté à comprendre pourquoi tous ces gens-là n'ont pas réagi, n'ont pas fait quelque chose pour protéger la petite fille. C'était une conspiration du silence. Je pense que chaque personne se sentait non impliquée là-dedans. Chaque personne se mêlait de ses affaires. Et je pense que c'est un constat d'impuissance. Aujourd'hui, grâce à la protection de la jeunesse, on est obligé de signaler ces cas-là. C'est le progrès qui a été fait au niveau de la société. Complice, possiblement. C'est-à-dire que les gens, à ce moment-là, ignorent un peu la situation. J'ai pas l'impression que les gens sont volontairement complices à ça. Ils font simplement qu'ignorer ça. Nous passons maintenant à notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter deux étudiants présentant chacun une faculté de droit. Ces deux étudiants vont reprendre l'affrontement du procès de Marianne Hood, l'un jouant le rôle du procureur de la Couronne et puis l'autre de l'avocat de la défense. Je rappelle que les candidats ont été choisis par la faculté de droit qu'ils représentent. Lors de la dernière émission de la série « À vous de juger », le gagnant de ce concours de plaidoirie se verra attribuer un prix, un beau prix. Alors, je vais maintenant vous présenter nos deux candidats de ce soir. Il s'agit de Daniel Pion, de l'Université du Québec à Montréal, qui sera procureur de la Couronne, et de l'avocat de la défense, Annick Morin, de l'Université McGill. Je rappelle à chacune que sa plaidoirie ne doit pas dépasser 2 minutes. Alors, Maître Pion, vous avez la parole. Bonsoir. Aujourd'hui, une seule question s'impose. Marianne Hood était-elle folle pour martyriser ainsi sa petite fille? C'est ce qu'on a tenté de nous faire croire, et pourtant, elle était consciente de ce qu'elle faisait. Et je vais vous le démontrer. Premièrement, elle comprenait les gestes qu'elle posait, puisqu'elle prenait des précautions. La plupart des atrocités se sont passées à l'absence du père, dont elle craignait le retour. En plus, elle faisait guetter les enfants par la fenêtre pour pouvoir battre Aurore, et elle les menaçait pour les faire taire. Était-elle folle? Elle comprenait la différence entre le bien et le mal. Deuxièmement, elle était consciente des gestes qu'elle posait, puisque, à 2 reprises, à sa voisine et à sa belle-sœur, elle aurait avoué souhaiter la mort d'Aurore en disant « Si elle finit par crever, j'en mourrai pas. » Était-elle folle? Oh non! Madame Hood était consciente du mal qu'elle faisait vivre à sa petite fille et du danger de mort qui la guettait. Elle doit être trouvée coupable et responsable de ses gestes. Elle n'était pas aliénée mentale. Malgré tous les moyens que notre société offre pour la protection de la jeunesse, Aurore a été victime du meurtre prémédité de sa mère, qui même un jour lui a servi des tartines de Lessie, un poison dont tout le monde connaissait les dangers. Voilà la signature de son intention criminelle. Le prétexte d'aliénation mentale, depuis toujours, est utilisé par la défense pour pouvoir adoucir la sentence de ses clients. Aujourd'hui,
cette défense ne fait pas le poids. La vérité, et je l'ai démontré, c'est que Madame était saine d'esprit et a fait preuve de perversité morale et non d'aliénation mentale. Un seul verdict s'impose, coupable du meurtre prémédité de sa fille, et tout autre verdict ferait en sorte de prendre notre justice comme complice de ces atrocités. Merci. Merci beaucoup. Alors, je cède maintenant la parole à votre distingué confrère Annick Morin de l'Université McGill. Mesdames et messieurs du jury, ce que vous venez d'entendre, c'est un récit infâme, profondément triste. Toutefois, ce qui est de plus révoltant dans toute cette histoire, c'est de voir tous ces gens de la communauté qui ont toléré, sans ne jamais intervenir, la folie d'une mère jusqu'à ce que la mort d'une enfant en résulte. Vous avez entendu les paroles de M. Maillot, le juge de paix. Elles sont saisissantes. J'aurais peut-être pu le faire avant, mon devoir, a-t-il dit, mais il est peut-être un peu tard pour revenir là-dessus. La vérité, membres du jury, selon la preuve, c'est que Mme Wood souffrait d'aliénation mentale lorsqu'elle a posé ses gestes. Tous le savaient, personne n'intervenait. Comment expliquer, je vous le demande, si ce n'est que par la folie, la mort, sans l'ombre d'un mobile, d'une innocente enfant? Comment prétendre que Mme Wood ne réalisait ses gestes alors qu'elle les exposait sur la place publique et que personne ne l'en blâmait? Nous vous avons aussi présenté le témoignage du docteur Prévost, qui est venu vous expliquer que lorsque Madame était enceinte, son état de débilité mentale s'aggravait, au point qu'il devenait impossible pour elle de se contrôler. Nul besoin de vous rappeler que Madame a été pratiquement enceinte de façon continue depuis le début de son mariage. Membres du jury, les faits sont clairs. Mme Wood aurait dû recevoir des traitements et des soins afin d'éviter un tel drame. Il en revient donc à nous tous aujourd'hui de s'interroger, mais aussi de s'élever au-dessus de nos instincts condamnatoires en préférant faire interner Mme Wood, comme sa maladie mentale l'exige, pour qu'elle redevienne un être humain. Ce dernier choix reste la seule alternative valable et digne d'une société comme la nôtre. Mesdames et messieurs du jury, dites-vous qu'aujourd'hui, au moins, il n'est pas trop tard pour le faire, votre devoir. Merci. Merci, Annick Morin. Je rappelle maintenant qu'un jury va déterminer lequel des deux futurs avocats a le mieux défendu sa cause. Ce jury est composé de 3 éléments. D'abord, un panel d'experts du milieu des communications et du droit, parmi lesquels nos invités en studio. Ensuite, les collègues étudiants en droit de nos candidats. Et puis, il y a vous, le public, que nous invitons à rendre votre verdict en composant le numéro qui apparaît présentement à l'écran. Pour les étudiants comme pour le public, nous prendrons les appels jusqu'à minuit ce soir. Et le soir de la dernière émission, nous révélerons le nom des candidats ayant obtenu les meilleures notes et pour lesquels il y aura des prix. Alors, je me tourne maintenant vers mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et Daniel Gadois, pour leur demander leur réaction. D'abord, à cet argument de complicité du village. Qu'est-ce que ça suggère chez vous? Daniel, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais... vous avez parlé du curé. L'avocat de la défense essaie de détourner l'attention de la mère d'Aurore en disant que c'est peut-être la faute du village de ne pas avoir arrêté ces gestes-là avant. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Je veux dire, c'est quand même elle qui a posé les gestes. Mais si tout le monde savait ce qui se passait, ils auraient quand même pu, comme vous le Mayotte, votre personnage oui, mais le fait, comme on dit des gens du Vox Populi tout à l'heure, il faut se reporter en 1920 dans un tout petit village et où tout est un peu secret, tu sais. Oui. Il y a une chose qui me surprend, on parle du Vox Populi, aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus ouvert et tout ça, et je regrette. Mais la même réserve, le même esprit de dire « je me mêle de mes affaires », etc., ça n'a pas changé de 1920 à 1994. Et à tous les jours, malgré la loi sur la protection de la jeunesse, quand est-ce que vous avez vu quelqu'un être poursuivi pour ne pas avoir déclaré une situation en vertu de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse? Il n'y a pas eu une poursuite au Québec. C'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait mal son travail qui part aussi. Non, c'est parce qu'on a une fausse sécurité aujourd'hui en pensant que les jeunes sont protégés. Effectivement, la loi est meilleure, mais l'attitude n'a pas changé, au contraire. Oui, mais Jean, on peut dire que personne n'a été poursuivi, tu auras raison. Mais aujourd'hui, un médecin qui voit ce qui se passe
alerte immédiatement, c'est son devoir de le faire, les autorités. Un professeur qui trouve dans sa classe des élèves qui sont maltraités, qui sont potiés le lundi matin, alerte immédiatement le département de la jeunesse. L'individu à côté, comme les membres du village, c'est possible qu'eux autres, là, dans ce temps-là, compte tenu de la mentalité et ce que tu disais tantôt, compte tenu de l'absolution générale ou même de l'implication du curé à l'époque, ça devenait pratiquement une cause morale de ne pas déranger trop. Ça existait, cette affaire-là. Surtout si le curé disait « elle mérite », bien, elle mérite. Ça veut dire que normalement, tu te souviens, non, t'es trop jeune, toi, mais dans notre temps, nous autres, notre paradis, c'était en l'air, il fallait le faire à terre, il fallait souffrir un peu. C'était bien mieux de te faire ton paradis en l'air. Mais de là à parler d'une complicité, moi, je regrette, je pense pas que le village soit complice parce que chacun se mêlait de ses affaires, comme aujourd'hui, chacun se mêle de ses affaires. On voit à la télévision tout ce qui se passe en Thaïlande, on est tous conscients, mais on est peut-être complices de loin, mais ça ne tient pas juridiquement. On peut peut-être se donner mauvaise conscience ou bonne conscience, mais en pratique, on est témoin tous les jours de choses atroces et on le voit tous les soirs à la télévision, puis on se mêle de nos affaires, puis on se réconforte dans notre salon. Moi, je regarde, Jean, tu n'étais pas là hier, on a fait une émission, on s'est cassé sur justement les drames familiaux, les mères qui tuent leurs enfants. Il y en a entre 550 et 700 chaque année aux États-Unis, des mères qui tuent leurs enfants. Et il y a quelqu'un qui disait là, clairement, des espèces de psychiatres encore, qui racontaient clairement qu'il fallait que les gens s'en occupent parce qu'on pourrait peut-être les éviter si on s'en occupait de l'extérieur. Ben, ça va être le mot de la fin pour le moment. Nous allons vous revenir, nous, dans quelques instants, tout de suite après cette pause. À propos du procès d'hier, à la question « Un village peut-il être complice du meurtre d'Aurore ?» vous avez répondu « complice » dans une proportion de 68 % et non complice dans une proportion de 32 %. Alors, la semaine prochaine, notre grand procès sera celui de Jacques Messrine. Jacques Messrine, c'est un des noms légendaires de l'histoire du crime en France. Un homme qui ne se contentait pas de voler et de tuer, mais qui cherchait aussi à ridiculiser la police et qui aurait voulu que les Français ordinaires l'admirent comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Jacques Messrine a aussi fait carrière au Québec et nous le retrouverons accusé du meurtre d'une aubergiste de Percé. Voici un extrait du procès Messrine. Messieurs les jurés, je vais vous demander d'oublier complètement la dernière phrase prononcée par l'avocat de la défense. Phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée. Votre honneur, moi je suis prête à passer le test. Taisez-vous. Je suis innocente, je veux passer le test. Je veux le passer aussi. Vous vous protégez par la Bible, moi je veux me protéger par le détecteur de mensonges. Je veux passer au détecteur de mensonges parce que je dis la vérité. Mais vous la cachez, la vérité. Faites appliquer l'article 557, c'est fini. Alors c'est la même chose pour moi, votre honneur. Vous voulez sortir vous aussi? Oui, parce que je suis innocente. Alors sortez. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour À vous de juger. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à minuit pour noter nos candidats avocats. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 20h, pour un 4e grand procès, celui de Jacques Messrine. Ici Pierre Nadeau, bonsoir et à bientôt. Des pièges, des blagues et des artistes méconnaissables. Voyez chacun son tour après la pause. TVA, le réseau d'ici. 60 minutes d'actualité par jour. Mon grain du lundi au vendredi, 17h.
CFTM, la station d'ici. Le TV1 Sport vous est présenté par la bière importée Old Milwaukee. Bonsoir. Tout d'abord, au tennis, le Québécois Sébastien Larroux a causé toute une surprise en première ronde du tournoi de Anvers en Belgique. Larroux a défait le 6e joueur mondial et 3e tête de série, l'Allemand Michael Stich. Après s'être incliné lors du premier set 7-6, Larroux a rebondi pour remporter les deux manches suivantes 6-3. Il affrontera maintenant en 8e de finale l'Allemand Amos Mensdorf, 75e joueur mondial. Au hockey, le gardien Jocelyn Thibault des Faucons de Sherbrooke sera à l'écart du jeu pour au moins 2 semaines en raison d'une tendinite à l'épaule. Thibault a aggravé une blessure subie cet été lors d'un match de balle molle. Il rencontrera le médecin des Nordiques vendredi. Enfin, Gene Harbour a été élu aujourd'hui joueur de la dernière saison chez l'Impact de Montréal. L'athlète d'origine nigérienne a établi un record d'équipe en récoltant 20 points. Nous aurons plus de détails et d'autres nouvelles à 23h30. Ce soir, à chacun son tour, Marc-André Coallier, Louisette Dussault, Pierre Terrien et les Bleus Poudres. Et voici votre animateur, Rémi Girard. Hier, l'émission Les Grands Procès a condamné encore une fois Marianne Gagnon et son mari Télesphore pour la mort de leur fille, Aurore. Le village de Fortierville, lui, est toujours jugé pour cette histoire. Si vous voulez, c'est ça. C'est un peu dur encore de voir ça, hein? Les plaies sont encore ouvertes pour plusieurs habitants du petit village d'à peine 500 personnes. D'un coup, tu rentres dans la parenté sans t'en rendre compte. Ben oui, c'est ça. Il arrive tellement quelqu'un, grande. j'ai frappé une voisine que son garçon était mardi avec une petite fille de la maraude. Comment tu veux parler dans ce temps-là? Ah, je te dis. Puis t'as ça inattendu retour. Fait que c'est un peu un sujet dont c'est un peu tabou, là. On évite d'en parler. Ben gros pour ça. La maison où a vécu et où est morte Aurore est encore étrangement isolée du village. Elle est habitée par une famille à qui l'on rappelle régulièrement où ils habitent. Que ça fait de la publicité. On a du monde tout bout de champ qui viennent la poser et qui nous demandent si c'est bien ici la maison d'Aurore. Il y en a qui me demandent pas s'il n'y a pas d'esprit, mais moi, ça m'a jamais arrêté. Je me suis jamais arrêté à ça. L'esprit d'Aurore a dû errer longtemps. C'est que la petite est morte en 1920 et ce n'est que 73 ans plus tard qu'elle aura enfin une pierre tombale à son nom. Et ce, grâce à des dons offerts par des étrangers. Au cours de l'été, il y en a beaucoup qui viennent au cimetière encore. Il n'y a pratiquement pas de semaine qui n'en vient pas. Tu sais, Ils viennent voir l'endroit. Écoutez, il n'y a pas un être normal qui peut agir de cette façon-là sans souffrir d'aliénation mentale. Comme tous ceux qui regardent la reconstitution du procès, ils jugent et leur verdict témoigne du malaise du village. C'est bien dur ce que c'est qu'elle a fait, mais de là à faire prendre quelqu'un, je vous dis que c'est quelque chose. Quelqu'un, tout, oui. Oui, moi je laisserais ça. Je laisserais ça au bon Dieu, oui. Michel Johnson, TVA, Fortierville.